Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va analyser et débriefer les annonces Canon, le Canon R5 Mark II et le Canon R1. Et petit rappel du concept de cette vidéo, si vous n'avez pas envie de vous taper toutes les vidéos qui sont sorties depuis quelques jours sur les R5 Mark II et R1, je les ai regardées pour vous, je les condense, je les synthétise en 12, peut-être 15 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire cette fois-ci, et je vous en fais un résumé pour que vous ayez grosso modo l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur ces deux boîtiers. Et pour réaliser cette synthèse, je me suis appuyé sur le travail de Damien Bernal, sur celui de Jared Polin, de Peter McKinnon, de Petapixel, de Canon USA et de quelques articles de presse écrite, entre autres. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous mets en description les liens des vidéos que j'ai utilisées pour écrire la mienne. Donc il y a quelques jours, Canon a annoncé de nouveaux gros boîtiers. Le S5 Mark II, on a un boîtier tropicalisé entièrement en magnésium de 656 grammes, avec un capteur plein format empilé, rétro-éclairé de 45 millions de pixels. BSI, Backside Illumination, rétro-éclairé. Notez que dedans vous avez deux processeurs, le processeur Digic X qu'on utilise déjà depuis quelques années chez Canon, épaulé d'un nouveau capteur, le Digic Accelerator. Et ce R5 Mark II sera disponible le 20 août 2024 au prix de 4 749 €. Parallèlement à ça, Canon a enfin annoncé le tant attendu Canon R1. On est sur un monobloc de 920 grammes entièrement en magnésium tropicalisé avec un capteur plein format, empilé, rétro-éclairé de 24 millions de pixels et également le nouveau Digic Accelerate à l'intérieur pour développer toute la puissance dont il aura besoin. Et ce boîtier sera dispo fin novembre au prix de 7 449 €. Niveau ergonomie, on va attaquer avec le S5 Mark II qui dispose d'une prise casque, d'une prise micro, d'une prise synchro flash, d'une prise USB et d'une prise HDMI de type A. On a un système de double slot avec un slot carte SD et un slot CF Express type B. Au niveau de l'EVF, on a un viseur de beaucoup plus grande taille et qui, de l'avis de tous, est extrêmement confortable de 5,76 millions de points et un écran sur rotule de 2,1 millions de points. En termes de batterie, on est sur la même Canon LPE6 qui est disponible sur pas mal de boîtiers de ces dernières années, mais Canon en a profité pour annoncer une nouvelle batterie, la LPE6P. Petapixel précise qu'elle n'a pas de puissance supplémentaire, mais qu'elle est beaucoup plus linéaire dans la puissance qu'elle délivre, ce qui garantit un usage de la 8K bien plus confortable et bien plus sûr. Et enfin, dernier point très attendu par les canonistes qui avaient été un petit peu refroidis ou plutôt réchauffés par le Canon R5 Mark I, c'est le niveau de chauffe de ce R5 Mark II. Cette fois-ci, Canon a mis une petite dissipation de chaleur en dessous du boîtier et propose en vente additionnelle un grip avec un système de ventilation qui permet de refroidir le boîtier et du coup de maintenir un usage avec le maximum de performance le plus longtemps possible. Donc a priori, la surchauffe sur les R5, c'est de l'histoire ancienne. Concernant le Canon R1, on est donc sur un monobloc avec les mêmes ports que le R5 Mark II. Vous avez juste en supplément un petit port Ethernet. Vous avez un double port de carte, mais cette fois-ci, ce sont les mêmes cartes, ce sont des CF Express de type B. Niveau batterie, on est sur la même batterie que le R3, qui est une batterie assez ancienne. C'est la LPE19 qui était déjà utilisée de l'époque du 1DX Mark II. Elle a fait ses preuves, elle a de la longévité, et elle est lourde et elle est chère. Niveau écran, vous avez un écran sur rotule de 2,1 millions de points, c'est pas incroyable, c'est à peu près ce qui se fait partout, et vous avez un viseur qui lui, en revanche, fait 9,44 millions de points, avec un rafraîchissement jusqu'à 120 images par seconde. Tout le monde est d'accord pour dire que ce soit en termes d'éclairage, de définition, de confort, ce viseur est une tuerie. Et enfin, petite features qui peut paraître absolument anodine, mais ce Canon R1 dispose de, pas tous les boutons, mais une partie des boutons sont rétro-éclairés. Donc quand vous êtes dans des situations de basse lumière, que vous ne retrouvez plus vos boutons, et ben il y a quelques boutons qui s'allument. Niveau stabilisation, on est sur un IBIS d'une puissance jusqu'ici inégalée. Canon parle de 8,5 stops. Alors en réalité, c'est 8,5 stops en plein centre et 7,5 sur les côtés. Mais 8,5 sur un capteur plein format, tout capteur confondu même, c'est énorme. Les détenteurs du record jusqu'à présent, c'était plutôt les micro 4 tiers, c'était du OM1, c'était du G9 Mark II avec 8 stops de stabilisation. Et pour avoir testé le G9 Mark II, je peux vous dire que c'est extrêmement impressionnant. Donc là, le faire sur du plein format à un ratio de 8,5 stops, c'est énorme. La Canon, chapeau. En photo, côté Canon R1, vous avez une rafale jusqu'à 40 images par seconde avec un shutter mécanique qui va jusqu'à 1,8 millième et un shutter électronique qui va jusqu'à 1,64 millième. Niveau rolling shutter, Canon USA précise qu'on est sur les mêmes performances qu'un 1DX Mark III. Concernant le R5 Mark II, vous avez une rafale qui va jusqu'à 30 images par seconde avec un shutter mécanique de 1,8 millième et un shutter électronique de 1,8 millième. Oui, mais en regardant les différentes vidéos, je me suis rendu compte que les discours n'étaient pas les mêmes sur toutes les vidéos selon le continent.
Damien Bernal parle donc d'un shutter de 1/8 millième et 1/8 millième, là où Jared Polin parle d'un shutter mécanique à 1/8 millième et un shutter électronique qui va jusqu'à 1/32 millième selon les modes. Du coup, j'ai contacté Damien pour essayer de comprendre où était la faille. Et il se trouve qu'a priori, il y a un petit problème entre les deux Canon, entre Canon Europe et Canon USA. Canon Europe valide bien sur leur site le 1/8 millième en électronique, là où Canon USA, visiblement, parle selon les modes d'un 32 millième. Donc, est-ce qu'ils se sont pas mis d'accord entre eux? C'est possible. Est-ce que c'est parce que c'est une version de pré-série et qu'en gros, c'est au moment où ça va sortir qu'ils feront un choix définitif? Peut-être qu'ils débloqueront ça via des mises à jour, j'en ai aucune idée. Donc, aujourd'hui, vous dire lequel sera le bon à la sortie, je sais pas. En termes de buffer, le R5 Mark II cumule 148 RAW compressés, soit environ 5 secondes de rafale, là où le R1 peut en cumuler jusqu'à 369 RAW compressés, soit 9,2 secondes de rafale. Et pour finir, les deux boîtiers disposent de la pré-capture en photo, c'est-à-dire que dès que vous appuyez à moitié sur le bouton, il commence déjà à enregistrer 0,5 secondes de photo, ce qui fait sur un R1 une vingtaine d'images. 0,5 secondes, c'est peu, pour être honnête, aujourd'hui, que ce soit Nikon ou même Lumix, vous pouvez monter jusqu'à 1 seconde et demie, donc 0,5. Un peu juste. En vidéo, cette fois-ci, le R1 tourne jusqu'en 6K 60 images par seconde, là où le R5 Mark II tourne jusqu'en 8K 60 images par seconde. En dehors de ça, on a à peu près les mêmes specs vidéo, à savoir de la 4K 120, de la 2K 240, pas de crop, pas de limitation de temps, de la 422 10 bits en interne, un C-Log 2 en interne qui va jusqu'à 16 stops, ce qui est énorme en termes de dynamique. Vous avez des proxys, vous avez du cinéma RAW, vous avez du cinéma RAW Light, et vous avez tout un panel de codec et de vitesse. Notez que 7 4K 120 et 7 2K 240 a cet avantage de pouvoir également capter le son, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. Petite nouveauté en vidéo, vous avez un pré-déclenchement en vidéo, donc ça n'existe plus qu'en photo. Vous avez une petite Tolly Light, c'est la petite lumière qui s'allume quand on déclenche, ce qui est très pratique quand on se filme soi-même. Et enfin l'intégration de la waveform, mais attention, contrairement à ce que j'ai pu lire un peu partout, la waveform n'est disponible que sur le R5 Mark II. Je pensais que c'était une capacité qui était partagée par les deux boîtiers, mais j'ai pas eu les mêmes discours partout, et Petapixel a bien précisé que ce n'était disponible que sur le R5 Mark II. J'ai donc vérifié les deux fiches techniques des deux boîtiers, et effectivement ça n'apparaît pas actuellement sur la fiche du R1. Alors peut-être qu'ils la rajouteront d'ici la sortie, mais enfin aujourd'hui, seulement le R5 Mark II possède la waveform, et c'est bien dommage. Niveau autofocus, on passe sur le nouveau Dual Pixel AF3, inauguré donc avec ces deux boîtiers et pas mal de techno issus du Canon R3. D'abord, vous avez maintenant un mode sportif qui vous permet, alors pour l'instant il n'y a que 3 sports qui sont implémentés dans les boîtiers, mais qui vous permet, lorsque vous filmez certains types de sports, de dire au boîtier « je veux que tu fasses le focus sur celui qui a le ballon ». Ça veut dire que vous allez avoir 2 joueurs dans le cadre, celui qui a le ballon, il est net, et dès qu'il passe le ballon à un autre joueur, c'est le nouveau joueur qui a le ballon qui est net et plus l'ancien. Donc c'est lui qui va automatiquement réfléchir à ça. Damien Bernal dit que c'est très impressionnant, mais qu'aujourd'hui ça marche à 50-60%. C'est pas encore totalement finalisé, c'est pas encore totalement parfait, mais c'est déjà une belle avancée technologique. Vous avez un mode d'autofocus prioritaire qui vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 visages, et grâce à l'intelligence artificielle, grosso modo, vous avez un joueur, vous avez enregistré son visage, vous avez 10 joueurs sur le terrain. Si le joueur dont vous avez pris le visage est sur le terrain, c'est lui qui sera focus en premier, c'est lui qui sera prioritaire. L'autofocus va automatiquement repérer, distinguer les visages, les différencier, voir les cibles que vous avez choisies vous, et en faire la priorité sur le focus. Ça c'est pareil, hyper impressionnant. Et alors vous avez ce super système autofocus qui a été inauguré dans le R3, qui est la spécialité de Canon aujourd'hui, l'autofocus via l'œil. J'ai pas dit sur l'œil, j'ai dit via l'œil. En gros, dans votre œilleton, c'est ce que vous regardez qui va être net. Il y a plein de petits capteurs dans le VF qui détectent où va votre pupille, donc il faut le calibrer à l'avance, mais du coup, lorsque vous avez des joueurs de foot, lorsque vous avez des motards, etc., c'est celui que vous regardez qui sera net. Si vous changez, si votre œil part à côté, le focus va partir à côté aussi. C'est hyper impressionnant. A priori, il y a encore pas mal de calibration à faire de façon régulière, moins que sur le R3, mais ça reste quand même... Enfin, c'est incroyable, c'est le futur. Globalement, tout le monde s'accorde pour dire que ce nouvel autofocus inauguré avec ces deux boîtiers est numéro 1 sur le podium, peut-être à égalité avec Sony. Je pense qu'il faudra faire des tests comparatifs, et je suis sûr que beaucoup de nos créateurs préférés se chargeront de le faire, mais on est sur ce qui se fait de mieux en termes de détection, en termes de mise au point, sur l'intégralité du marché. En termes de montée en ISO, le R1 d'abord a une montée en ISO exceptionnelle. Jared Polin montre même des images jusqu'à 51 200 ISO, et franchement, ça passe. Alors après, il y a toujours le degré de tolérance de chacun. Sur le R5 Mark II, dû aux 45 millions de pixels, on a des photosites plus petits, et donc la montée en ISO peine un petit peu plus. Elle reste plutôt bonne, mais on voit du grain qui apparaît déjà pas mal à 8000 ISO,
Jared Polin parle de 16 000 ISO qui serait un petit peu la limite acceptable, mais encore une fois, les paliers acceptables de chacun sont très différents. Donc ce sera à vous d'aller voir les différentes vidéos et les différentes images brutes pour vous faire une idée. Dans les petites features additionnelles de ces deux boîtiers, vous avez l'upscale x4 en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez une photo à 45 millions de pixels. Vous pouvez directement aller dans un menu et demander à votre boîtier de la multiplier par 4, de la faire 4 fois plus grosse et passer à 180 millions de pixels. Sur le R1, vous passez de 24 à 96 millions de pixels. De même, vous avez un système de denoise en interne. Vous avez fait une photo, vous vous rendez compte qu'elle est bruitée sur votre écran. Vous pouvez directement, via un menu à l'intérieur du boîtier, demander à ce qu'elle soit nettoyée. Je trouve personnellement que ça n'a pas d'intérêt. Ça fait partie des petites spécifications qu'on rajoute pour faire des lignes en plus dans une fiche technique. Un utilisateur de ce genre de boîtier va faire des dizaines, des centaines, des milliers de photos lors d'un shooting et va tout balancer sur son ordi. Quel est l'intérêt de perdre du temps à trouver la photo, à la traiter, à se l'envoyer, etc. Vaut mieux tout balancer sur un ordi, utiliser un logiciel dédié, faire son tri et du coup appliquer ce type de traitement sur toute une liste de photos qu'on va exploiter. J'ai du mal à voir l'intérêt pour une seule photo, sauf peut-être pour un journaliste sportif qui a pris pendant la Coupe du Monde le meilleur but du monde. Là, il a la photo, il a vu dans sa rafale qu'il avait la meilleure photo, il va s'interrompre, la traiter et l'envoyer. Et encore, je suis même pas sûr que c'est comme ça que ça fonctionne dans le vrai monde. Autre petite features, vous avez maintenant le Wi-Fi 6E, qui est le Wi-Fi le plus puissant actuellement disponible en 2024. Vous avez une griffe synchro flash au-dessus du boîtier qui est intelligente avec des petits pins, etc. pour connecter des micros. Et enfin, vous avez la possibilité de faire des photos pendant que vous faites de la vidéo. Mais alors attention, si vous voulez bénéficier d'une résolution de 33 millions de pixels, vous ne pourrez pas dépasser la Full HD 30 images par seconde. C'est donc pour un usage extrêmement spécifique, c'est très bien qu'ils aient pu intégrer ça dans le boîtier parce que c'est novateur et puis parce que je pense que pour certaines professions, en captation notamment, ça peut avoir un intérêt mais ça reste très limité. Si vous êtes comme moi, vous allez vous poser la question du placement tarifaire de ces deux boîtiers. Un Canon R1 sort aujourd'hui à 7 449 € et va se retrouver en face d'un Sony A1 qui est à 7 299 €, d'un Nikon Z9 à 5 999 € et même d'un Canon R3 qui à l'heure actuelle coûte 5 199 €. Et côté R5 Mark II, on a un boîtier à 4 749 €, là où un Nikon Z8 va se retrouver à 4 099 €, un Sony A7R5 à 4 499 €, et je place en face également le Canon R3 à 5 199 €, puisqu'il n'y a que 400 € d'écart entre ces deux boîtiers. Et alors maintenant, je vais vous donner mon avis. Le Canon R1, c'était un fantasme. Lorsque le Canon R3 a été annoncé, Canon a arrêté tout le monde en disant « Je vous arrête tout de suite, le R3, c'est pas le flagship. Le R3, il est surpuissant, il a 1000 techno, mais c'est pas le flagship. Il y a un truc encore au-dessus qui s'appelle le R1 qui va bientôt arriver. » Du coup, il y a une hype énorme, beaucoup d'attentes qui se sont cumulées de la part des utilisateurs, et au final, la proposition, elle est pas dingue. Enfin, qu'on s'entende, les technos sont incroyables. Le boîtier, c'est le plus abouti de chez Canon. Mais ça fait 4 ans qu'ils le développent, la hype est montée, et au final, c'est un Canon R3 Mark II. Je veux dire, il y a quelques specs qui se différencient, mais les boîtiers sont quand même vachement similaires. Parce que moi, j'ai pris le temps de comparer les deux boîtiers. Donc, R1 V6 R3, le R1 fait 40 images par seconde, là où le R3 n'en fait que 30. On a un buffer plus élevé sur le R1, on a un pré-shoot sur le R1 qui n'existe pas sur le R3, on a une synchro flash un petit peu plus rapide sur le R1, on a un EVF plus défini sur le R1, mais un écran 2 fois plus défini sur le R3. On a 100 grammes d'écart entre les deux boîtiers et on a 2250 € aujourd'hui de moins sur un R3 par rapport à un R1. Donc est-ce que, même si on est sur un nouveau capteur rétroéclairé, blablabla, etc., est-ce que vraiment l'écart entre le R3 et le R1 vaut 2250 €? Pas sûr. D'ailleurs, Jared Polin, dans sa vidéo, n'a cessé de dire ceci. Flagship? Flagship? What do people think about when you say flagship? They think about high megapixels. They think about the most loaded, fully featured camera that you could ever think of. The top of the top of the top, the best of the best of the best with honor, sir. Et en dessous de sa vidéo, j'ai quand même lu pas mal de commentaires. Il y a un commentaire qui pour moi résume beaucoup de choses. Can't believe we wait 4 years for this. Je n'arrive pas à croire qu'on a attendu 4 ans pour ça. Parce qu'en face de ce Canon R1, on peut tout à fait mettre un Nikon Z8 avec une rafale à 120 images par seconde. Et je crois que pour tous ceux qui font du sport et qui ont besoin de vitesse, 120 images par seconde, c'est ce qu'on attendait tous en fait sur un R1, voire même plus.
et c'est pas disponible. C'est pas disponible sur un R1 qui est censé être le flagship, c'est-à-dire le navire amiral, le concentré de technologie de la marque. Ils n'ont pas la Rafale à 120 images par seconde. C'est difficilement compréhensible. Alors effectivement, ils ont un autofocus de malade qui est probablement le meilleur du marché aujourd'hui, mais quand même, un Z8 aujourd'hui fait presque tout ce que ce R1 fait, presque, et il coûte 3500 € de moins. Et en fait, je sais pas où Canon a merdé. Est-ce que c'est en termes de marketing, où du coup, ils ont beaucoup trop fait monter la hype, joué le secret, le teasing, etc. Et au final, les attentes sont montées bien plus que ce qu'ils imaginaient. Et du coup, quand ils ont annoncé leur truc, tout le monde a fait « Ah ouais, bon... » Ou alors, est-ce que c'est parce que ce boîtier aurait nécessité quelques mois ou quelques années de développement supplémentaire pour vraiment balancer du lourd, plier le game et que tout le monde se dise « Ah ouais, donc là, ils ont vraiment fait fort Canon ». Je sais pas, je pense qu'on n'aura jamais vraiment la réponse, mais pour moi, il y a un truc qui est loupé. Concernant le R5 Mark II, qu'on attend depuis presque 4 ans, la surprise est plutôt bonne. On a un boîtier ultra polyvalent qui condense une grosse partie des technologies du R3 dans un boîtier plus petit. On a un nouveau capteur, plus rapide, on a un nouveau processeur, plus rapide, on a les problèmes de surchauffe qui étaient une grosse crainte chez les canonistes, qui est a priori résolu ou quasiment résolu selon que vous preniez le grip ou pas. Pour le coup, le R5 II est une belle surprise. On est sur un exemple de polyvalence tant en photo qu'en vidéo. Alors, je sais que certains vont dire « Ouais, mais de la 8K60, ça sert à rien ». Alors oui, dans une très grande majorité de cas, ça ne servira à rien. Mais qui peut le plus, peut le moins. Et pour les gens qui utilisent beaucoup de fond vert et qui font du VFX, 8K, 60 images par seconde, c'est vraiment ça qu'il leur faut. Donc pour le coup, pour cet usage précis, ça marche très bien. Pour le reste, je suis pas certain. Mais peu importe, avoir mis toute cette puissance dans un boîtier de cette taille-là, avec un capteur empilé, franchement c'est impressionnant. Et alors niveau pricing, on est à 4750 €, alors on est sur un prix qui reste élevé, qui est le haut du panier de cette gamme de produits-là, mais franchement vu toutes les technos que ça apporte, je trouve que c'est pas si mal situé. Faut quand même se dire que le R5 Mark II, il a une très très grande majorité, presque la totalité, des technologies du R1 qui est vendu 7500 €. Donc faut quand même mesurer l'écart. Enfin, aujourd'hui, à part quelques personnes, je vois pas l'intérêt de prendre un R1. Le R5 Mark II fait tellement de choses, il le fait tellement bien. Prendre un R, à la limite un R3 pour certains avantages, l'autonomie, le monobloc, il y a pas mal de petits avantages, mais vraiment le R5 Mark II me paraît pas trop mal placé, sachant qu'on sait qu'avec les années, les tarifs diminuent. On peut imaginer un R5 Mark II autour de 4000 € d'ici une année, et là pour le coup vraiment, pépite. Et je voulais vous partager une réflexion de Peter McKinnon, qui est une réflexion que j'ai déjà entendue et que je partage complètement, mais je trouve que c'est important de leur dire là. Aujourd'hui, l'industrie de la photo a énormément changé. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des boîtiers mind-blowing, comme ils disent les ricains. C'est difficile d'avoir un truc où on est estomaqué en se disant « Waouh, mais comment ils ont fait ça ?» Ça n'existe plus. Je pense qu'on a atteint un taquet. On a une espèce de plafond de verre aujourd'hui. C'est un peu comme avec les smartphones. On ne sait plus tellement quoi mettre dans les boîtiers en plus pour les rendre absolument incroyables, et c'est difficile d'être estomaqué par une sortie matos aujourd'hui, tellement tous les boîtiers sont bons. On a atteint un niveau aujourd'hui qui fait que c'est compliqué pour n'importe quel créateur, n'importe quel testeur de dire « Wow, alors là ils ont fait fort, c'est incroyable, mind-blowing ». Non, ça devient compliqué de faire ça. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête, et du coup mettre ça en perspective de ces déceptions en se disant oui mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus. Donc là évidemment sur un R1 ils auraient pu mettre une Rafale à 120 images par seconde, il y a des petits trucs qu'ils auraient pu améliorer, mais à part le prix, je vois pas tellement comment ils auraient pu beaucoup plus nous surprendre. Et la Rafale. Donc on verra en termes de succès commercial, ce sera l'arbitre finalement, mais de ce que j'ai pu lire, le R1 n'a pas fait beaucoup de précommandes, là où pour rappel les Z8 et Z9 lorsqu'ils ont été annoncés ont explosé les compteurs. Voilà, le client, c'est lui qui arbitre, et je pense que ce R5 Mark II, lui, va avoir un beau succès. Et une fois qu'on a dit tout ça, si jamais il y a un de ces deux boîtiers qui vous intéresse, n'hésitez pas à le commander chez mon partenaire Miss Numérique avec mon petit code créateur RDEX. Vous, ça vous coûte pas plus cher, et moi, ça permet de toucher une petite rétro-commission, et ça aide la chaîne. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, pensez à me suivre sur Instagram, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!